20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une, deuxième phase TER, BRT, chemin de fer, des projets à livrer dans les prochains mois. L'État tient au respect des délais. Le Premier ministre a réuni ce matin les services concernés pour un état des lieux. Le Grand Magal de Touba se prépare. Une réunion nationale s'est tenue hier au ministère de l'Intérieur. 78% des besoins sont déjà exécutés. Des engagements sont pris pour assurer la réussite de l'événement religieux prévu le 4 septembre prochain. Opération siamoise réussie, des jumelles de 11 mois séparées avec brio grâce à une équipe de 30 médecins sénégalais mobilisés pendant 3 heures au bloc opératoire. Une séance suivie par nos équipes. Et que diriez-vous de quelques notes de reggae que nous propose le groupe Mamakunda Melody, un groupe créé en 2010 à Tambacounda pour contribuer au développement de ce genre musical. Après 13 ans d'existence, Mamakunda Melody tient bon malgré les temps durs. Nos équipes sont allées à leur rencontre à Saré-Guilel. Bonsoir à tous et bienvenue à Terre, BRT, chemin de fer du Sénégal. L'État fait le point de l'état d'avancement de ses projets prioritaires. Une réunion de monitoring s'est tenue ce mardi à la primature avec l'ensemble des services concernés. Les délais de livraison du BRT restent maintenus en décembre. Les essais techniques devraient d'ailleurs démarrer en septembre. Le Premier ministre a beaucoup insisté sur le respect des délais. Aramdawa. Le TER, dont la gare terminus de l'AIBD a été réceptionnée, annonçant une deuxième phase très attendue. Il y a le BRT, ralenti par plusieurs casses, mais résilient. Il y a aussi la relance du chemin de fer, avec des voies déjà circulables, un ensemble de projets prioritaires dont l'État tient à la finition des travaux, malgré les contraintes. Monsieur le Premier ministre a convoqué une réunion de monitoring relativement au projet d'infrastructure sous tutelle du ministère en charge des infrastructures. Le premier projet évoqué est relatif au TER, la phase 2, qui est en phase quand même donc, de progression en termes de travaux. Nous allons discuter avec les titulaires des marchés quand est-ce que les travaux seront définitivement terminés. Il semble quand même accuser un petit retard, mais dans les meilleurs délais, nous allons nous concerter pour finaliser donc, le planning définitif de ces travaux pour livrer donc, le TER jusqu'à AIBD dans les meilleurs délais. Le bus Rapid Transit a payé un lourd tribut des différentes manifestations. Il devra malgré tout être mis en service en décembre. Le CETUD annonce des essais techniques dès septembre. Nous avons tous constaté que lors des événements du 1er et du 2 juin, même le 28 juillet passé, il y a eu des casses et des attaques au niveau des stations. Cela a impacté un peu sur les délais, mais l'entreprise et le CETUD, en relation avec aussi toutes les actions données par le chef de l'État, nous comptons livrer progressivement le BRT, donc mettre le BRT en exploitation commerciale au courant du mois de décembre, mais d'une façon progressive. Nous pouvons noter aujourd'hui que quasiment 70% des bus donc, se trouvent à Dakar, livrés. Les travaux d'infrastructure seront terminés dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de la réhabilitation du chemin de fer, le train a récemment sifflé de Thiès à Diourbel. Un voyage test réussi, contribuer au transport dans le cadre du Magal de Touba est un autre challenge pressant. Les équipes sont en train donc, en tout cas, d'essayer d'arriver à Touba d'ici 2 à 3 semaines, en attendant que nous finalisions l'arrivée à Tambacounda en fin décembre. À ce niveau, donc, relativement donc, au chemin de fer, les travaux se passent relativement bien et l'entreprise progresse quand même de façon appréciable. L'autre projet évoqué, c'est le programme spécial de désenclavement qui a démarré dans plusieurs localités. La première phase financée à partir donc, de l'avance de démarrage
progresse parfaitement bien. Nous avons prévu de signer la convention de financement du prêt initial dans 2 à 3 semaines. À ce niveau-là aussi, il n'y a pas de retard observé. Et je voudrais aussi rappeler que le PSD, c'est sur 3 ans. Tous les services concernés par ces travaux se sont réunis autour du Premier ministre. Un travail de suivi avec comme objectif identifier les contraintes, les lever pour une livraison des projets dans les délais. À l'actualité, c'est aussi les préparatifs du Grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain. En prélude à l'événement, une réunion nationale a été organisée hier au ministère de l'Intérieur. Comité d'organisation et services de l'État ont échangé pendant 5 tours d'horloge sur les dispositions à prendre. Le ministre de l'Intérieur a promis de faire le suivi pour l'exécution effective des mesures prises. Compte rendu d'Amsila. Cette réunion nationale préparatoire du Grand Magal de Touba a réuni dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur, des services de l'État et des membres du comité d'organisation du Grand Magal. Au cours de la rencontre, la délégation venue de la ville sainte a exprimé tous ses besoins et les services compétents ont promis d'y apporter des solutions. La sécurité, l'eau, l'électricité, la santé, l'assainissement, bref, tous les secteurs devant participer à la réussite de l'événement sont passés en revue. Au terme de la réunion, nous avons enregistré avec satisfaction un taux de réalisation qui avoisine les 78%, pour dire qu'il s'agit exactement de 77,95% de taux de réalisation pour les actions en cours. Pour le surplus, un suivi rigoureux sera assuré par le gouverneur de Diourbel en coordonnant les différentes actions de l'État. Pour cette 129e édition, beaucoup d'innovations sont attendues, notamment la réalisation de 4 nouveaux forages, la création de 5 postes avancés autonomes, l'installation de 26 unités de coloration, entre autres. Pour le ministre de l'Intérieur, toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement du Grand Magal. Nous savons que le Magal a une dimension à la fois nationale et internationale. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu autant de populations converger vers un seul lieu dans le cadre d'un rassemblement. D'où l'intérêt particulier qui est porté par l'État pour la gestion de cet événement en concertation, mais aussi en parfaite intelligence avec le comité d'organisation sous l'égide du calife général des Mourides. Satisfait du déroulement de la réunion et des mesures prises par les différents services étatiques, le président du comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a exprimé toute sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits. Merci de transmettre au président de la République les salutations du Khalife. Toutes les doléances de Touba exprimées auprès de lui ont connu des satisfactions. Parfois même, il fait plus que ce qu'on attend de lui. La 129e édition du Grand Magal de Touba est prévue au début du mois de septembre. L'événement célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Madame Silla, le Magal de Touba, c'est pour bientôt. Les préparatifs vont bon train. Dans une déclaration transmise par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a décliné le programme du Magal 2023 qui tourne autour de conférences, récitals de Coran et commémoration du prophète et hommage à Khadimou Rassoul. Pour un bon Magal, l'eau ne devrait pas manquer. La ville doit être propre, a indiqué Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, à compte rendu Maman Moussagnan. D'emblée, le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a indiqué que la grande opération de nettoiement de la ville de Touba, organisée chaque année à l'approche du Grand Magal, se tiendra cette année, le 18 août prochain. La première des activités qu'on va organiser en prélude au Magal, ce sera la grande opération de nettoiement prévue le 18 août prochain sous la direction de Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké et qui va coïncider avec le premier jour du mois lunaire Safar. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, par ailleurs président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba,
a indiqué concernant le programme culturel et communicationnel du Grand Magal que le Magal sera, comme à l'accoutumée, marqué par des conférences et une journée dédiée à la délégation mauritanienne. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, à ce propos, a invité les disciples mourites et autres pèlerins à se conformer lors de la célébration de cette journée aux recommandations du fondateur de la confrérie mourite. Conférence yi nga xam ne itam ñi ngi ko daa def dara soppiku ci am na ci yoo xam ne mooy yi ñuy def ci télévision yi ñoom. Les mêmes conférences sont maintenues. Certaines seront diffusées à la télévision. La commission culture et communication reviendra dans les détails du programme. Ce sera à partir du 1er Safar jusqu'au Magal. Les conférences seront également dans les quartiers. Les conférences consacrées aux érudits, que sont Serigne Mor Penda Mbacké et Serigne Mayassine, seront les plus en vue. La journée de la Mauritanie est également exceptionnelle. Le jour du Magal, ce sera l'apothéose. Le porte-parole du Khalife général des Mourides a également, sur instruction du Khalife général des Mourides, invité l'organisation non gouvernementale Touba Ca Kanam à accompagner l'association Mahou Rahmati à faire face au manque d'eau noté souvent durant le Magal. Je rappelle que l'eau constitue un élément clé pour le Magal de Touba. Mais nous saluons tout de même les efforts de l'État avec la construction en cours de 5 nouveaux forages, ainsi que de 2 bassins de 6000 m3 qui viendront s'ajouter au réseau composé de 30 forages, tous opérationnels, même si le réseau est défectueux et des études sont en train d'être menées pour régler la situation. 200 nouveaux postes de santé sont construits, surtout dans la périphérie de Touba. L'État va réhabiliter les mauvaises routes et 200 km seront faits. Le porte-parole du Khalife général des Mourides de saluer le rôle déterminant que joue le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour préserver la stabilité et la paix au Sénégal. Le président de la commission culture, communication, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, le maire de la commune de Touba, Abdoul Ahad Ka, le coordinateur du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre organisée à la résidence Khadimou Rassoul. Toujours à propos de cet événement religieux, les autorités rassurent, pas d'inquiétude à se faire. Le marché sera bien approvisionné en oignons avant, pendant et après le Magal. Assurance de Cheikh Ahmadou Ndao, directeur du commerce intérieur. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir. On l'écoute. Donc il faut savoir qu'en temps normal, c'est 30 000 tonnes le mois au Sénégal, en termes d'oignons. Nous utilisons beaucoup d'oignons. Et le Magal, c'est une période... c'est une période, et les pics, c'est sûr, avec le Magal, c'est 40 000, voire 50 000. Donc c'est pourquoi nous privilégions un peu l'approche marocaine, pour qu'au moins que nous ayons 30 000 assurés, parce que nous savons que pour l'Hollande, à coup sûr, nous allons avoir beaucoup plus d'oignons. Et puisque ça prend du temps, c'est entre 10 à 15 jours, nous voulons rapidement que ce soit là, mais à coup sûr, pour le Magal, nous aurons de l'oignon disponible sur le marché. On a vu l'année dernière, lors du dernier Magal, le sac était monté à 50 000 francs. En fait, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans la même situation cette année avec même l'oignon importé? En fait, il faut comprendre que ce n'était pas le Magal, Grand Magal, c'était chez nous ce qu'on appelle le prix Magal. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est la même période. Ouais. C'est toujours la même période. C'est lorsque nous avons épuisé notre stock local et que nous allons sur le marché international. Or, là, nous n'avons pas une mainmise carrément de la chose. Nous suivons juste le marché. Donc, à chaque fois que nous finissons notre stock et que nous allons dans le marché, nous confrontons maintenant aux réalités du marché. Donc maintenant, le temps que de nous adapter à cela, ce n'est pas toujours évident, mais nous nous adaptons. Et en cela, l'État met en place tout un nombre de dispositifs et des facilitations sont offertes à chaque fois aux importateurs pour qu'ils puissent rapidement renforcer le dispositif, renforcer la disponibilité du produit. C'est un secteur très ouvert. Aujourd'hui, on voit le sac autour de 25 000. Avec l'oignon importé et le Magal, autour de combien peut-on espérer le prix du sac, le prix de l'oignon? Est-ce que ça ne risque pas de grimper davantage?
Non, nous ne croyons pas. Avec tout ce qu'il y a comme coût de douane, tout ça, il y a des facilitations qui sont offertes. Donc, une fois que le produit sera disponible, il sera en très grande partie. À coup sûr, les prix vont chuter. L'État va intervenir? S'il y a l'intervention de l'État dépendra du niveau de prix où le prix va stabiliser. Mais le prix là, vous l'espérez autour de combien exactement? Nous espérons avoir un prix de stabilisation au cours de 600 francs le kilogramme. 600 francs le kilogramme? Oui. Okay. Soit le sac de 15 000 francs le sac. Donc, les gens peuvent avoir des raisons d'espérer? Il faut toujours, ils ne doivent pas perdre espoir et savoir que nous avons un respect là-dessus. Le point sur le marché de l'oignon à suivre après ce journal avec le directeur du commerce intérieur. Journée de capitalisation du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement tenu à Kaolack. 60 PME et PMI ont déjà bénéficié d'un accompagnement technique et financier. Une exposition des produits et services a été organisée par les entreprises bénéficiaires pour montrer les effets positifs du projet. Plus de précisions avec Claire Diop. Au départ, 3000 entreprises avaient postulé après une sélection rigoureuse. 60 PME, PMI des régions de Kaolack et Kaffrine ont été retenus dans le cadre de ce projet. Les bénéficiaires ont eu droit à 10 mois d'encadrement rapproché, dispositif de coaching, renforcement technique et financier, aussi du portefeuille de partenaires. Cette journée de capitalisation du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement a permis de célébrer les performances, aussi de partager les connaissances et expériences acquises. Objectif, promouvoir la compétitivité, aussi de booster le secteur privé local. Nous avons travaillé sur Kaolack avec le partenaire, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, à accompagner 60 PME sur un programme de post-incubation qui vise à renforcer la mise à niveau de ces PME kaolackoises sur la partie structuration, sur la partie management, sur la partie gestion des ressources humaines et la mobilisation de ressources et l'accès au marché. Donc ces 60 PME ont bénéficié de 6 mois d'accompagnement de l'âge fait par les experts du projet, et les experts de la Chambre de commerce de Kaolack sur une série d'activités. Et aujourd'hui marque la fin de ce parcours. On est venu célébrer ces 60 PME qui sortent de ce programme-là, à qui on l'espère vont continuer leur développement au niveau local et au niveau national. Les secteurs d'activité sont l'agriculture, l'eau, l'assainissement, la santé, le digital, le transport et les industries culturelles et créatives. La mise en œuvre du projet est assurée par la Chambre de commerce et d'industrie de Kaolack. C'est sur l'information. Donc nous, on a commencé par faire un diagnostic pour voir ce qui manquait aux entreprises. Après, on a fait un programme de renforcement de capacité en développant des outils au niveau de la Chambre de commerce de Kaolack. C'est pourquoi on a mis en place un centre de gestion agréé. On a mis des équipes de coachs, des équipes d'entraîneurs qui entraînent les PME. Et chaque équipe part avec une boîte d'outils. C'est-à-dire comment tu fais ton business plan, comment tu fais ton business model Canva, comment tu élabores ta comptabilité, comment tu fais ta communication. Donc tout ça, nous avons équipé nos équipes pour pouvoir accompagner les PME. Et la phase pilote était vraiment de tester ces outils qu'on a préparés avec l'appui du projet USAID Entrepreneuriat. Et donc le mécanisme, c'était de mettre en place un système d'accompagnement des PME et après pouvoir aller à l'échelle. Le projet va durer 5 ans. Son extension est prévue de manière spécifique. L'approche d'intervention du projet est axée autour d'activités visant à renforcer les capacités des entrepreneurs et structures d'accompagnement, aussi de faciliter l'accès au crédit et financement. La journée, c'est aussi cette exposition de produits et services proposés par les bénéficiaires. Ici, expertise et savoir-faire, preuve de détermination. Et au même moment, le bureau et la brigade des douanes de Rosso connectés au système de gestion automatisé des informations et des échanges appelé Gaindé. Le dispositif vise à faciliter les opérations et booster la performance de la douane. La mise en service de la plateforme a eu lieu à Saint-Louis où nous retrouvons Abdouad. Le bureau et la brigade des douanes de Rosso Sénégal connectés au système Gaindé. La gestion automatisée des informations douanières et des échanges, piliers de l'informatique douanière, se limitait jusque-là à Dakar. Désormais, la plateforme est accessible aux opérateurs économiques et déclarants qui évoluent dans la zone nord. En effet, pour la première fois dans l'histoire des douanes, et après plusieurs tentatives infructueuses de réaliser ce projet de connectivité du réseau douane des unités intérieures, nous voilà enfin au bout du tunnel.
La direction régionale Nord a l'honneur aujourd'hui, à la suite du choix du DG, de nous choisir comme région douanière pilote du projet, d'être le symbole de cette évolution numérique, pour ne pas dire de révolution dans les unités douanières intérieures. La mise en service du système d'informatique Gaindé à Rosso Sénégal lance le processus d'interconnexion de toutes les unités douanières du pays. En effet, si des avancées significatives ont été notées dans le domaine de l'automatisation et de la dématérialisation des formalités du commerce extérieur, il reste que des unités douanières continuent d'être négativement impactées dans leur performance par des formalités encore manuelles, du fait notamment de l'indisponibilité du système informatique de dédouanement. À travers le schéma directeur informatique de la Direction générale des douanes, son module IT, le PROMAT, fait de la généralisation de la haute disponibilité de Gaindé et de la connectivité des unités douanières un objectif prioritaire sur un horizon temporel 2022-2026. Le temps, c'est de l'argent et justement, la digitalisation va accroître significativement les performances des unités de Rosso en jugulant le manque à gagner grâce à la réduction des délais de traitement des opérations. Les responsabilités des douanes sont en pleine progression dans un contexte marqué par une croissance accrue des échanges commerciaux, avec comme corollaire le développement de la fraude, du commerce illégal, s'appuyant sur le crime organisé. Cet environnement international exige des administrations douanières des mesures d'adaptation pour permettre d'assurer pleinement les missions fiscales, économiques et sécuritaires. Des sessions de formation au profit des acteurs douaniers comme commissionnaires intervenant dans les procédures douanières dématérialisées sont en cours à Rosso Sénégal pour accompagner ce changement positif. Objectif visé, une bonne appropriation du système Gaindé, symbole de performance des douanes sénégalaises. Suite à présent de la tournée économique du préfet de Tivaouane, accompagné des maires des différentes communes du département, Mamadou Gueye s'est rendu à Morolan et Notto-Gouye-Diama pour visiter sur place les entreprises gazières et minières, un déplacement qui a permis à l'autorité d'exprimer son souhait de repositionner la décentralisation dans le domaine de l'économie, mais aussi de promouvoir une administration de proximité. Fatima Tabanelba. À travers cette tournée, il s'agit pour le préfet du département de Tivaouane de promouvoir d'abord une administration de proximité qui consiste à aller vers les populations, d'échanger avec elles et de s'enquérir de leurs préoccupations afin d'améliorer leurs conditions d'existence. Cette visite des entreprises gazières et minières a également permis de mieux appréhender la vie des acteurs économiques qui s'activent dans le département. Nous avons brassé 3 secteurs stratégiques. L'un, c'est le secteur de l'énergie avec le gaz. L'autre, c'est le secteur de l'agrobusiness et l'autre secteur, c'est le secteur minier, étant entendu que le département de Tivaouane se caractérise par son aspect véritablement minier. Donc, ces 3 secteurs plus importants les uns que les autres et qui nous ont permis en tout cas de pouvoir mesurer donc, le dynamisme des acteurs économiques ici dans le département de Tivaouane et le rôle combien stratégique qu'il joue dans la contribution même dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ces secteurs énergétiques avec le gaz et minier présentent un fort potentiel économique qu'il faut préserver, mais aussi surveiller afin d'optimiser la main-d'œuvre locale. Si l'on prend le cas de l'énergie, le gaz naturellement, vous conviendrez avec moi que c'est un intrant incontournable pour atteindre l'émergence. Nous sommes également aujourd'hui à GEFOS. Je remercie le directeur général de nous avoir accueillis et également de nous avoir en tout cas donc plongé dans l'environnement de cette mine, ou de cette petite mine comme il aime à l'appeler, mais c'est une petite mine certes, mais qui également joue sa partition dans donc la réalisation du développement local, mais également du développement industriel. Le département de Tivaouane est une zone minière par excellence, mais dans un contexte de réchauffement climatique, il y a la nécessité pour les entreprises de mettre l'accent sur la gestion de l'environnement et la réhabilitation des sites après exploitation. Nous sommes en période hivernale, c'est pour cela que pendant l'hivernage, les travaux de
d'excavation sont à l'arrêt. Pendant ce temps-là, nous faisons de la maintenance des pistes. Nous profitons de cela pour faire la réhabilitation. Comme vous avez vu, bon, là où vous êtes, c'était un trou qui était creusé. Et maintenant, on est bien avancé sur la réhabilitation. Donc, nous insistons sur ce fait-là. Durant cette deuxième journée de tournée, le préfet a magnifié la belle collaboration entre les municipalités et les entreprises locales. Une journée fructueuse et riche en enseignements qui a permis d'avoir une vue plus large sur les activités économiques du département, mais aussi leurs répercussions sur les populations. Le préfet de Tivaouane a fait des recommandations sur le respect de la responsabilité sociale d'entreprise et que le département est également prêt à accueillir d'autres projets structurants capables de capter la main-d'œuvre locale. La dernière partie de cette tournée à suivre dans nos toutes prochaines éditions. Résilience agricole, près de 500 millions de francs CFA alloués au département de Podor. Plus de 21 000 ménages sont ciblés en raison de 200 000 francs CFA par bénéficiaire. Le lancement a été présidé par le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité territoriale. Samba Ndiobenka a également présenté les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes de l'accident de Louga survenu le 23 juillet dernier, dans lequel plusieurs ressortissants de Podor ont perdu la vie. Abdouad. 200 000 francs CFA pour chaque bénéficiaire, accompagné de coaching collectif et de suivi de la production. Tel est le soutien apporté par l'État du Sénégal aux ménages les plus vulnérables de Podor qui s'activent dans le secteur primaire. Suite à une évaluation concluante des 2 premières phases du projet, le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, que j'ai l'honneur et le privilège de piloter, cherche maintenant à diversifier les options pour encourager la création de richesses parmi les ménages les plus vulnérables du secteur primaire, avec pour objectif de réduire la pauvreté à long terme. Sur les 900 millions de francs CFA accordés à la région de Saint-Louis dans cette 3e phase du programme de résilience agricole, Podor bénéficie de plus de la moitié du budget. Le département est doté d'une enveloppe de 431 millions de francs CFA répartis entre 21 550 ménages. Cette aide est bien arrivée aux ayants droit. Ils l'ont tous bien reçu. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Nous remercions tous les relais. Ils n'ont ménagé aucun effort. J'élève et je vends des moutons. J'ai eu tout cela grâce à la bourse de sécurité familiale. Je suis bénéficiaire depuis 2016 et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Toujours dans cet élan de solidarité, le ministre du Développement communautaire s'est rendu à Kaskas et Saldé, présenter les condoléances du chef de l'État et celles de la nation. 2 localités de Podor qui ont enregistré plusieurs pertes en vies humaines et des blessés suite à l'accident du 23 juillet survenu à Djeler-Lucilla. Une façon pour nous de compatir avec les populations endeuillées, mais aussi d'apporter le soutien de l'État aux personnes blessées. Nous avons trouvé sur place une population très sereine, mais une population croyante. Le ministre a profité de l'occasion pour appeler à plus de prudence et de responsabilité sur les routes. Au-delà de ça aussi, nous en avons profité, franchement, pour attirer l'attention, surtout des acteurs du secteur des transports, attirer leur attention par rapport à leurs responsabilités, attirer leur attention par rapport surtout au respect de ce qui est dicté par le secteur du transport. On ne peut pas mettre un gendarme chaque kilomètre. On ne peut pas mettre un sous-préfet ou un gouverneur tous les kilomètres. C'est aux Sénégalais d'avoir le sens civique et la discipline pour que tout un chacun puisse s'occuper de son vis-à-vis. Tout un chacun puisse surveiller les véhicules de transport. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA est allouée aux victimes, 1 million pour les blessés et 2 millions pour les familles qui ont perdu un proche. L'accident a occasionné 24 morts et une cinquantaine de blessés.
la quasi-totalité dans le département de Podor. Au même moment, le Sénégal bénéficie d'un accord de subvention de l'Agence brésilienne de coopération ABC pour le projet de renforcement des pratiques agroécologiques. Lancé en novembre 2019, les activités du programme ont été interrompues à cause de la Covid-19. Un atelier consacré à la révision du projet a été organisé justement pour l'adapter au contexte post-Covid-19. Maman Moussaignan et Lamine Fall. A, B, C. Les 3 premières lettres de l'alphabet jettent les bases de la transition agroécologique au Sénégal. L'Agence brésilienne de coopération ABC, une institution spécialement dédiée au développement, veut faire profiter le Sénégal de son expérience en la matière. L'ABC assiste le Sénégal dans sa recherche de souveraineté alimentaire pour que le Sénégal, c'est un pays d'énormes possibilités, ne soit pas dépendant de l'importation de produits de l'étranger. Cette coopération brésilienne est venue pour nous aider un peu à mettre un peu d'ordre dans tout ça, dans toutes ces fermes, parce qu'on en a 600, je pense 66. C'est ça qui a mené ce projet pour la transition écologique. L'agroécologie est l'ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. L'agriculture classique sénégalaise gagnerait à opérer une transition écologique tenant compte notamment des réalités environnementales. Il y a eu avant ça des visites, je veux dire des formations au niveau du Brésil, parce qu'on a choisi 3 régions, donc à savoir Thiep dans la région de Louga, ensuite au niveau de Thiès-Sessène et dans le Kolda aussi, on a choisi des fermes là-bas où on a pris peut-être 2 conseils agricoles qu'on a envoyés au Brésil pour des formations, pour qu'ils deviennent aussi des formateurs sur tout ce qui touche l'écologie dans ces fermes-là. Nous étions à Rio de Janeiro, à l'université, où on rentre dans les amphis, on nous explique ce que c'est et on sort sur place pour l'appliquer immédiatement. Donc, comment on traite, quels sont les produits qu'on utilise, comment on organise les exploitations, qu'est-ce qu'il faut, quels produits il faut utiliser, comment gérer ces exploitations. Donc c'est tout un ensemble qu'on apprend avec l'agroécologie. Le Brésil, un pionnier dans l'agroécologie, le Sénégal compte bien s'inspirer de son expérience. La révision de ce projet s'avère donc nécessaire. Elle va permettre l'amorce de nouveaux objectifs pour atteindre les résultats escomptés. Allons assister à la cérémonie de clôture de la première édition du dialogue territorial avec les maires et présidents du conseil départemental des régions de Dakar, Kaffrine, Saint-Louis, Matam et Ziguinchor. Durant 2 jours, ils ont échangé avec les services du ministère chargé des collectivités territoriales sur la politique de décentralisation du gouvernement. Plus de précisions avec Salou Seck. 2 jours d'échange et de partage qui ont permis aux maires et présidents de conseil départemental d'avoir une bonne maîtrise des actions menées dans les territoires. Nous avons pu régler beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on aurait pris beaucoup de temps. C'est l'objet, c'est le but de ce dialogue. Échanger sur les projets, comprendre, si vous avez remarqué depuis hier, on a commencé d'abord par présenter le ministère. Comment on est structuré, quelles sont les attributions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, jusqu'à ce que tout le monde soit au même niveau d'information. Comme je reçois les maires tous les vendredis, je vois qu'il y a des choses qui étaient nécessaires. Il fallait que vous voyez pour pouvoir orienter, pour être efficace. Cette efficacité est bien matérialisée dans les territoires. Selon ces exécutifs territoriaux, ils ont magnifié les initiatives du chef de l'État. L'État a énormément fait. Nous, en tout cas, ce que l'État a investi sur ces 10 années, c'est vers les communes. Il faudrait que vraiment, de mériter, lors nous communiquer. Aujourd'hui, les communes sentiront ce que nous devant l'État, c'est une réalité, parce que dans l'État, il y a des gafagam. Le président de la République a installé au Sénégal plusieurs leviers et structures pour développer nos territoires. Quand nous faisons un transfert massif annuellement de 100 milliards dans nos collectivités, ce n'est pas petit. Mais ça, je parle d'un transfert qui vient directement du ministère des collectivités.
Mais nous ne parlons pas des décisions qu'il a prises en créant le PUDC qui ne fait qu'intervenir dans vos territoires, dans nos territoires. Je n'oublie pas le PENDEL, l'ADM, l'AGETIP, c'est très difficile de lister tout ça. Dans leurs interventions, ces exécutifs territoriaux ont abordé, entre autres questions, la mise en œuvre du PACASEN rural et urbain, la gestion des effectifs. On a beaucoup parlé de la fonction publique locale parce qu'en définitive, c'est les ressources humaines qui déterminent les résultats. La rapidité. Le DG de la fonction publique est venu ici, il l'a présenté. Mais notre objectif ultime, c'est d'arriver à ce que quand on recrute, qu'on passe par des concours, qu'il y ait carrière, qu'il y ait protection sociale, qu'il y ait retraite. Nous avons les deux mamelles, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ou locale. C'est vous. Il y a des pays développés aujourd'hui, des pays de référence qui ont mis 40 ans pour installer leur fonction publique locale. 40 ans. Et nous, l'idée était sortie en 2011. Et puis là, aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité. Cette première édition du dialogue territorial a permis donc de faciliter l'appropriation des politiques publiques dans les territoires. La deuxième édition est prévue très prochainement pour couvrir toutes les collectivités territoriales. Je vous l'annonçais également au début de journal, opération réussie de 2 bébés siamois, des jumelles de 11 mois liées par le foie et le sternum, séparées avec brio par une équipe de spécialistes, 30 médecins sénégalais mobilisés pendant 3 heures au bloc opératoire pour une séparation complète des jumelles, une opération suivie par nos équipes Ramatadem. Il est 8h30. Les jumelles siamoises arrivent au bloc opératoire. L'équipe choisie pour procéder à la séparation des bébés est à pied d'œuvre. 10 anesthésistes se préparent à endormir les princesses du jour. Beaucoup de délicatesse et d'attention dans la démarche. Première étape réussie, les petites dorment. Place à l'opération. C'est parti, ces jumelles siamoises seront dans quelques instants séparées. Oui, si vous voyez bien, vous voyez qu'on est un peu soulagé quand même. L'intervention s'est très bien déroulée. On a pu séparer les 2 sœurs siamoises. Elles étaient unies par un organe principal, c'est-à-dire le foie, et ensuite par le sternum, qui est l'os médian au niveau du thorax. Donc, a priori, l'intervention devrait se dérouler sans problème. Et quand on est intervenu aussi, on s'est rendu compte que c'est effectivement ce que les radios avaient découvert qui existait et que ces 2 siamoises étaient unies par le foie et par le sternum. L'intervention s'est donc bien déroulée. On a pu séparer les siamoises en 1h10. Sans compter bien sûr le temps de l'anesthésie qui était de 1h30, ce qui fait que l'intervention en elle-même a duré 3 heures de temps. C'est un énorme succès. Elles sont désormais séparées après une intervention chirurgicale d'1h30 effectuée par une équipe composée de 30 spécialistes, tous des Sénégalais. Une fierté. On était à peu près 6 chirurgiens et nous sommes tous des Sénégalais qui ont été formés ici jusqu'à ce qu'on fasse notre carrière universitaire et tout. Donc nous sommes tous Sénégalais. L'anesthésiste aussi également est Sénégalais avec toute son équipe. Donc c'est une fierté d'appartenir à ce groupe. Et donc ça démontre un peu le niveau d'expertise de la chirurgie pédiatrique, en tout cas au Sénégal, mais également sur le volet anesthésique. Le travail ne s'arrête pas là. Ces fillettes de 11 mois seront sous surveillance pendant quelques jours afin qu'elles puissent retourner tranquillement à la maison. Ce sera la surveillance, donc sur 24 heures, sur 48 heures, 72 heures, et ce sera également une surveillance horaire. Donc il y aura quelqu'un qui sera là à côté, qui va veiller à la prise des médicaments, à la prescription post-opératoire, comme on a l'habitude de dire, la prescription post-opératoire, et puis la surveillance, parce qu'on va guetter quand même des complications qui peuvent survenir. Une matinée pleine d'émotions, de joie et de fierté pour ce corps médical qui a réussi sa mission. Après des mois de concertation, de discussion et de partage, ils récoltent ensemble les fruits du dur labeur. Les fillettes sont enfin libérées. Elles pourront ainsi, par la grâce de Dieu, avoir un avenir meilleur.
avec chacune son espace de vie. En attendant, pour que le réveil ne soit pas trop brutal, laissons-les récupérer ensemble côte à côte sur le même lit. Les deux jumelles se portent très bien. Un mot sur le continent au Niger. Malgré le refus de la junte d'accueillir sa délégation, la CEDEAO poursuit les négociations. Le président du Nigeria à la tête de la CEDEAO n'a pas exclu une intervention militaire, mais estime que la diplomatie est la meilleure voie pour résoudre la crise. Un sommet extraordinaire des dirigeants de la CEDEAO est prévu demain jeudi à Abuja. Amadou Diallo. La CEDEAO privilégie la diplomatie tout en maintenant sa menace d'intervention militaire. Face aux tensions qui règnent au Niger, les dirigeants de la CEDEAO ont annoncé se réunir ce jeudi 10 août 2023 à Abuja, la capitale du Nigeria. Ce sommet extraordinaire a été annoncé au lendemain de la fermeture de l'espace aérien du Niger et après la fin d'un ultimatum ouest-africain enjoignant les militaires ayant pris le pouvoir à rétablir le président renversé Mohamed Bazoum. La CEDEAO se réunira pour se pencher sur la situation politique et les récents développements au Niger, a précisé l'organisation dans un communiqué. La junte a demandé par ailleurs un report de la visite que devait effectuer hier mardi à Niamey une délégation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Pour le moment, l'espace aérien nigérien reste toujours fermé, selon un communiqué du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La junte a nommé en début de semaine un premier ministre. Il se nomme Ali Mohamed Lamine Zen, un économiste de formation. Il avait été en 2001 le directeur de cabinet de l'ancien président Mamadou Tandja, puis ministre des Finances en 2002. Direction Tambacounda à la rencontre de Mamakunda Melody. C'est un groupe de reggae qui s'est formé en 2010 avec un seul objectif, contribuer au développement du reggae à Tamba, au Sénégal et dans le monde entier. Malgré un manque de moyens et de promoteurs, le groupe ne baisse pas les bras. À chaque soir, il se donne rendez-vous à Saré-Guilel pour une séance de répétition. Tidiane Sissé est allé à leur rencontre. Jour de répétition pour Mamakunda Melody à Saré-Guilel, un quartier de la commune de Tambacounda. Guitare, basse, batterie, clavier accompagné par la voix d'Alim Badaradien alias Badou Rasta pour produire une sonorité 100% reggae. Créé au début de l'année 2010, ce groupe est aujourd'hui décidé à se faire un nom sur la scène musicale sénégalaise. Nous, on est là dans notre coin, mais on essaie de faire toujours mieux, quoi. Voilà, on a acheté des matériels, des instruments avec notre propre argent. Tu vois, on a tout acheté, on a mis ça en place pour travailler et puis on part chercher aussi des événements pour venir s'exprimer, de nous faire montrer aussi. En plus du reggae, Mamakunda Melody n'hésite pas également à tenter d'autres styles musicaux comme le mbalax, le salsa et le rap. De temps en temps, on essaie de faire des spectacles, mais on n'a pas encore de promoteurs, tu vois, bon, qui viennent prendre les choses en main, quoi, pour nous aider. Vraiment, on a ce problème-là ici. Malgré leur amour du reggae, leur engagement et détermination, ce groupe peine à décoller faute de moyens suffisants et de promoteurs capables de les accompagner. Leur seule aspiration aujourd'hui est de bénéficier du Fonds de développement des cultures urbaines du ministère de la Culture. Voilà, c'est sur ces notes de reggae que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.